Elle s'appelle Melati. J'ai 19 ans. Jamie. Je m'appelle Jamie Margolin. Mais il y a aussi Sixtine, Nicole, Marinelle, Elisabeth et Lily. Ou encore Redima et Elena. J'ai grandi en Équateur. Je viens des Philippines. Je suis d'Argentine. Je viens du Kenya, j'ai 24 ans. Elles ont grandi aux quatre coins du monde. Elles ont entre 11 et 24 ans et ont déjà vécu sécheresse, inondations et incendies. Toutes ces catastrophes qui se sont multipliées durant ces 15 dernières années. Malgré leurs différences culturelles, géographiques ou d'âge, elles sont aujourd'hui réunies autour d'un combat commun, sensibiliser le monde à l'urgence climatique. Avec une arme privilégiée, les médias et les réseaux sociaux. Je suis une activiste climatique. Ça se passe maintenant. Ce n'est pas une bataille qu'on devra livrer dans le futur. Voici la génération Greta, comme Greta Thunberg, la militante la plus célèbre d'entre elles. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Ces jeunes femmes ont déjà le charisme et l'assurance de grandes personnalités politiques. Qui sont ces militantes prêtes à manquer l'école pour manifester? Nous détruisons notre planète par pure avidité. Nous partageons tous la même planète. Nous sommes 7 milliards d'humains et nous devons tous nous battre. C'est notre ultime tentative de sauver la vie telle qu'on la connaît. Aujourd'hui, il faut vraiment frapper fort et attirer l'attention. De quels espoirs sont-elles porteuses? Comment comptent-elles convaincre le reste du monde de changer? Combien de temps devons-nous encore attendre? Par vidéoconférence, elles ont accepté de dévoiler leur motivation et de raconter leur parcours. Voici l'histoire d'une génération déterminée à sauver notre planète. Incendie. Les maisons brûlent, le feu arrive. Et la maison de ma mère est juste là. Inondation. Les membres de ma famille, 6 d'entre eux, dont un bébé de 8 mois, sont dans la maison. Tempête. Nous avons survécu. Je suis heureuse qu'on soit encore là. Restons forts, tout ira bien. Depuis les années 2000, on ne compte plus les catastrophes naturelles qui entraînent leur cohorte de désastres humains. Novembre 2013. Le super typhon Haiyan bouleverse le destin des Philippines. Un immense cyclone dont les rafales de vent dépassent les 300 km/h. Et des vagues énormes qui dévastent les côtes. Haiyan frappe près de 10 millions de personnes. Parmi eux, 600 000 se retrouvent sans abri. Pour Marinelle, alors âgée de 16 ans, c'est le début d'un long combat. Plus jamais je ne veux voir ma communauté et ma famille dans cette situation. En voyant ce désastre, en voyant nos maisons emportées par les vagues, en voyant tous ces gens lutter pour survivre après avoir tout perdu, j'ai compris que je ne pouvais pas rester les bras croisés en attendant la prochaine catastrophe. J'ai compris qu'il fallait faire quelque chose, parce que c'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant qu'on doit se battre. Les scientifiques sont formels. Les dérèglements climatiques sont imputables à l'activité humaine. S'ils frappent toutes les populations du globe, les pays du Sud en sont les premières victimes. À commencer par les pays africains, dont les émissions de gaz à effet de serre sont pourtant négligeables. C'est justement ce qui inquiète Elisabeth. Les gens disent que l'Afrique sera le continent le plus touché par le changement climatique. Mais en fait, on en subit déjà les conséquences. Il y a quelques mois, on a subi des inondations, des sécheresses, des coulées de boue. Et là, en ce moment, on est en train de vivre la pire invasion de criquets en 25 ans. Le Kenya, où vit Elisabeth, subit les conséquences violentes du dérèglement.
À cause de l'augmentation du nombre de phénomènes pluvieux exceptionnels, des milliards de criquets pèlerins ont envahi le pays. J'ai très peur, parce que c'est la première fois que ça se produit depuis notre arrivée ici. C'est une première, c'est vraiment terrifiant. Ces nuées d'insectes de 60 km de long sur 40 de large détruisent tout sur leur passage. En un seul jour, ces envahisseurs peuvent dévorer la production agricole consommée par 80 millions de personnes. Je viens d'une région au Kenya qui dépend en grande partie de l'agriculture. Donc vous pouvez imaginer le genre de dégâts que cela signifie pour le continent africain. Ces phénomènes ne concernent pas que le Kenya. En Afrique de l'Ouest, au Niger, les précipitations sont de plus en plus irrégulières et sont souvent suivies de grandes sécheresses, ce qui menace directement la survie des troupeaux élevés par les nomades du peuple Peul. La sécheresse est revenue. Les points d'eau se sont taris. Maintenant, on n'a plus que ce puits pour abreuver les bêtes. Une fois de plus, la vie des hommes pourrait être dangereusement bouleversée. Toutes nos vies dépendent de l'élevage, toutes nos activités, tout notre quotidien. Pour nous, les animaux sont indispensables. À l'autre bout du monde, en Amazonie, Elena est elle aussi témoin d'un grand bouleversement climatique. Et pour elle, la sécheresse qui menace désormais l'Amérique latine n'est pas due au hasard. Une des conséquences du changement climatique en Équateur, c'est qu'avec la sécheresse, il va faire très chaud et les rivières vont complètement s'assécher. Déjà l'année dernière, c'était impressionnant. J'avais jamais vu ça de ma vie. Mes aînés le remarquent beaucoup. Ils disent que ce n'est plus du tout comme avant. Ces phénomènes sont de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses, et leurs conséquences sont multiples. Tandis que certains pays subissent de plein fouet la canicule, d'autres sont victimes de terribles inondations et de glissements de terrain. En juin 2013, dans l'Uttarakhand, un petit état du nord de l'Inde, au pied de l'Himalaya, une violente mousson provoque la rupture des barrages, et avec elle, des torrents de boue. À 12 ans, Ridima garde de ce désastre un triste souvenir. Avec cette inondation, on a perdu toute une partie du territoire. On a vu des maisons emportées par l'eau et il y a énormément de gens et d'animaux qui ont perdu la vie. Cette immense inondation a finalement tué 1 millier de personnes et provoqué le déplacement de 70 000 autres. Beaucoup d'enfants pleuraient et réclamaient leurs parents. J'ai perdu ma mère, mon père, ma maison, je ne sais pas quoi faire. J'aime ma mère, j'aime mon père, je me sentais tellement mal. Plus de 5000 morts ont été recensés en Inde pour la seule année 2013, le pire désastre naturel de la décennie. Alors j'ai commencé à me demander, mais qui est responsable de tout ça? Et mes parents m'ont dit, les responsables, c'est nous. Comme pour les canicules, les typhons ou les inondations, les scientifiques affirment qu'il y a aussi un lien entre la hausse des températures et l'intensité des incendies. En 2019, des feux gigantesques ont détruit plus de 8 millions d'hectares en Australie. Le plus important pour moi, c'est d'être en vie et que nous soyons tous en sécurité. Je me fiche de ma maison. Ces méga-feux ont provoqué la mort de 24 personnes
et l'on estime que plus d'1 milliard d'animaux ont péri. Un avant-goût des catastrophes à venir si nous continuons à ne rien faire pour le climat. Victimes directes ou spectatrices du dérèglement climatique, les jeunes femmes de la génération Greta ont décidé que ce chaos ne pouvait plus durer. Comment accepter de grandir dans un monde que les adultes mettent en danger? Comment vivre avec la menace permanente d'une nouvelle catastrophe? Sans réponse, ces questions se sont muées en un cri d'alarme lancé à la face du monde et de ses dirigeants. Pendant longtemps, pour tout le monde, la crise climatique, c'était un ours polaire menacé par la fonte des glaces. Avant, quand on en parlait, on pensait que c'était un problème lointain. Mais en voyant ces images, on se rend compte que cela a déjà des conséquences. De la France à l'Australie, de la Pologne aux États-Unis, face à ces désastres à répétition, la génération Greta se mobilise. En septembre 2018, débutent les grèves scolaires pour le climat. Dans le collimateur de cette jeunesse en colère, l'inefficacité des politiques climatiques du monde entier. Notre Premier ministre nous dit de retourner à l'école. Mais comment peut-on rester assis sans rien faire et préserver l'avenir de notre planète? Le jeudi ou le vendredi, ils sont des dizaines de milliers à quitter leurs établissements pour participer à des manifestations en faveur de l'action contre le réchauffement climatique. Un an plus tard, la mobilisation atteint une ampleur record. Plus de 4 millions de jeunes marchent dans les villes du monde entier. Ce n'est pas normal que les enfants de mon âge soient là. On devrait être à l'école. Il y en a beaucoup qui disent qu'on fait ça pour sécher les cours. Mais nous, on n'avait même pas cours aujourd'hui. C'est tellement encourageant de voir tous ces jeunes se battre. Les gens prennent enfin conscience du rôle que les jeunes ont à jouer, tous ensemble. Aujourd'hui, les jeunes sont enfin en train de comprendre ce que c'est de se battre pour leurs convictions, pour ce qui est juste, et le faire vraiment. Et de voir tout d'un coup qu'on a la masse avec nous, que c'est pas juste un sujet de niche, des gens, des écolo-bobos dans leur coin qui agissent. Là, ça devenait vraiment public, quoi. Après ça, tous les mois, il y a eu d'autres marches pour le climat. Les médias ont commencé vraiment à s'approprier le sujet et les célébrités, des personnalités se sont emparées aussi du sujet. Et depuis, clairement, c'est presque inévitable maintenant, l'écologie. En France, avant même le début des manifestations, un événement va choquer les jeunes activistes du climat. Fin août 2018, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, nommé par Emmanuel Macron, démissionne avec perte et fracas. Ma démission signifie une forme de résignation. Le fait que le ministre de l'écologie démissionne en disant qu'il est incapable de faire bouger les choses de l'intérieur, c'est quelque chose de super marquant en fait. C'est dire que le politique actuellement n'est pas à la hauteur de l'enjeu climatique. Pour la majorité de ces jeunes femmes, l'absence de décision des dirigeants politiques face au réchauffement climatique est une faute grave. Un comportement jugé irresponsable qui en a incité beaucoup à passer à l'action, notamment aux États-Unis. Il y a un moment où j'ai vraiment compris que je devais agir. C'était en 2016, au moment des élections américaines. Obama était loin d'être parfait en matière d'écologie, mais au moins il n'était pas hostile à la cause. Alors je me disais, peut-être qu'il va s'y mettre, peut-être qu'ils vont faire quelque chose. Et puis il y a eu l'élection de Trump, ça a été comme une explosion, j'ai compris que je ne pouvais plus compter sur le gouvernement américain. Je me suis dit, attends, je ne peux pas rester là les bras croisés, on ne peut pas compter sur les politiques, il faut que je fasse quelque chose. Donald Trump aux États-Unis. Je ne crois pas au réchauffement climatique.
Maintenant, ils appellent ça une météo extrême. C'est nouveau. Vladimir Poutine en Russie. Personne ne connaît les causes du changement du climat mondial. Et Tony Abbott en Australie. C'est une connerie absolue. Mais aussi Nicolas Sarkozy en France. Il faut être arrogant pour penser que nous avons changé le climat. Les années 2010 sont marquées par la présence au pouvoir de nombreux leaders politiques qui ne cachent pas leur penchant climato-sceptique. Comme l'anglais Nigel Farage, qui se permet toutes les exagérations, voire des mensonges devant le Parlement européen. It is time to stop this stupidity and to help you. There's the NASA photograph last August of the ice cap, the northern ice caps. And there is the NASA photograph this year of the ice caps. It is increased by 60% in 1 year. We may have made one of the biggest, stupidest collective mistakes in history by getting so worried about global warming. Des affirmations qui entretiennent, renforcent la défiance des jeunes militantes du climat vis-à-vis des politiques. Cette colère, une jeune Suédoise va l'incarner, faisant naître un véritable mouvement générationnel. Suite à un été 2018 particulièrement chaud en Suède, une jeune fille de Stockholm décide d'entamer une guerre pour le climat. Seule, devant le Parlement suédois, cette adolescente de 15 ans à l'époque lance la toute première grève scolaire. What made me decide to strike for the environment was that no one is doing anything, nothing is happening. And so then I guess I have to do something. And it is my moral duty to do what I can. And this is something I can do to try to make a difference. Très vite, Greta Thunberg devient l'icône des jeunes qui luttent contre le changement climatique dans le monde. Sa fulgurante ascension lui permet de rencontrer les grands leaders et de les mettre face à leurs responsabilités. Thank you so much for stopping by to say hello. Thank you for having me. Of course. Well, you're changing the world, so... Si Greta n'est pas la première jeune fille à se mobiliser pour le climat, elle incarne cette génération qui a décidé de mettre un terme à l'inaction climatique des puissants. Right now, we are living in the beginning of a climate and ecological breakdown. I don't want you to listen to me. I want you to listen to the scientists. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. Quand j'ai vu cette vidéo, c'était genre... Et je me suis dit, je dois soutenir ça. C'est comme ça que j'ai commencé ma première grève scolaire. Si vous ne croyez pas aux conséquences du changement climatique, regardez les infos. Ça se passe maintenant et ça va de plus en plus vite. Des milliers de jeunes se mobilisent massivement et dans les cortèges, les jeunes filles sont aux premières loges. Il faut que le gouvernement se réveille. Trop, c'est trop. Si on n'agit pas maintenant, il va être trop tard. Si on prend les choses en main, c'est parce que les adultes ne font rien. Ce n'est pas un hasard que la plupart des activistes soient des femmes. C'est très intéressant de voir qu'il y a une logique commune à l'oppression du corps féminin et à l'oppression de la nature. Des jeunes filles particulièrement sensibles au fait que les femmes sont les premières victimes des dérèglements climatiques. Tous nos stocks de nourriture sont détruits, des enfants sont morts et nous n'avons nulle part où aller. Nous souffrons. L'ONU estime que le risque de décès lié aux catastrophes naturelles est 14 fois plus élevé chez les femmes et les enfants. Les femmes sont bien évidemment en première ligne lorsqu'il s'agit d'enjeux environnementaux. Parce qu'en cas de pénurie d'eau, par exemple, ce sont elles qui doivent marcher de longues distances afin de trouver de l'eau pour leur famille. Pour beaucoup, le climat est l'un des sujets majeurs pour que les femmes puissent exercer leurs droits au XXIe siècle. Une idée dans le prolongement des contestations des années 70, où les luttes pour l'environnement et pour les droits des femmes ont convergé.
Si vous êtes désavantagé socio-économiquement, ce qui est le cas des femmes à cause du sexisme et du patriarcat, ça va être plus difficile de vous reconstruire après un désastre climatique, plus difficile de défendre vos droits. D'après l'ONU, aujourd'hui, 80% des réfugiés climatiques sont des femmes. Dans ma communauté, les femmes se consacrent à la culture de la terre. Elles sont intimement liées à la terre. C'est pour ça que nous nous inquiétons, que nous sentons la responsabilité de protéger la planète. Quand on y réfléchit, on traite notre planète de la même façon qu'on traite les femmes, en les exploitant, en les agressant, en profitant d'elles. La crise climatique est le produit des systèmes d'oppression patriarcaux qui ont exploité les femmes, tout comme ils ont exploité la planète. Depuis la révolution industrielle, au milieu du 19e siècle, l'accélération de la productivité a totalement bouleversé les écosystèmes. Pour les militantes, notre modèle économique est à l'origine des catastrophes actuelles. Voilà pourquoi, chacune à leur façon, elles tentent d'arrêter cette course effrénée. Mais par où commencer cet immense combat ? L'urgence est telle qu'on ne peut pas juste rester dans les marches, dans les manifestations, dans les pétitions, dans le plaidoyer, la sensibilisation. Aujourd'hui, il faut vraiment frapper fort et attirer l'attention. Tu ne peux pas aimer la nature et en même temps contribuer à sa destruction. Au Kenya, Elisabeth a décidé de réunir autour d'elle une communauté pour faire pousser autant d'arbres que possible. L'une des façons simples et efficaces de lutter contre les gaz à effet de serre qui provoquent le réchauffement climatique. On va planter 5000 arbres qui vont former une forêt. On va montrer au monde qu'il est possible d'aider sa communauté et de reverdir notre pays, le Kenya. Chaque arbre planté permet en effet d'absorber entre 10 et 50 kg de CO2 par an. En quelques années, Elisabeth et son association ont planté plus de 30 000 arbres. J'apprends aux gens à prendre soin des arbres. Je m'assure qu'ils ne se contentent pas juste de les planter, mais qu'ils fassent également attention à ce que ces arbres atteignent leur maturité. Donc ce que je fais va au-delà de la culture des arbres, parce que j'éduque aussi les enfants à aimer la nature et à s'y attacher, pour qu'ils aient une conscience environnementale dès leur plus jeune âge. Justice climatique maintenant! Agissez maintenant! En Indonésie, Melati a elle aussi décidé de s'attaquer à un problème qui menace particulièrement Bali, son île. Ces tonnes de déchets plastiques qui jonchent les plages et transforment la mer en poubelle. Son association baptisée Bye Bye Plastic Bags, en français Au revoir sac en plastique, tente de sauver la biodiversité du pays, considérée par les Nations Unies comme l'une des plus riches au monde. On a commencé à réaliser qu'il y avait du plastique partout. C'est devenu insupportable. Et on s'est demandé, mais pourquoi personne ne fait rien? Alors on a lancé Bye Bye Plastic Bags pour protéger notre île de Bali. Bonjour, nous sommes l'équipe Bye Bye Plastic Bags. Thanks, girls. Les îles indonésiennes n'ont souvent plus rien de paradisiaque. Le problème du plastique dépasse largement le cas de Bali. Des méga décharges comme celle-ci, on en trouve dans tout le pays. J'ai choisi des types de plastique différents, comme des sacs, des jouets, et aussi du papier et d'autres choses qui peuvent être recyclées. Mais aussi en Chine, aux Philippines, en Thaïlande ou au Vietnam. À eux seuls, ces 5 pays asiatiques rejettent chaque année plus de 4 millions de tonnes de déchets dans les océans, selon l'ONG de référence Ocean Conservancy. Si rien n'est fait, 250 millions de tonnes de déchets plastiques vont s'accumuler dans les eaux du globe d'ici 2025. Alors, comment promouvoir partout dans le monde une culture du zéro plastique? Comment faire changer les mentalités avant qu'il ne soit trop tard?
Aux Pays-Bas, à seulement 10 ans, la jeune Lily a décidé elle aussi de s'attaquer au problème. Ramassez vos déchets et souvenez-vous, mon nom est Plate, Lily Plate, agent spécial plastique. Si vous voulez être un ange comme moi, ramassez vos déchets les enfants. On a commencé à ramasser des déchets plastiques et à poster des photos sur les réseaux sociaux. Et de plus en plus de gens ont commencé à réaliser l'ampleur du problème, à se réveiller. C'est comme ça que je suis devenue une activiste. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, pour les aider dans leur combat, toutes les militantes climatiques communiquent abondamment sur les réseaux sociaux. Un outil puissant pour dépasser les frontières et les différences culturelles, mais aussi pour mobiliser au-delà de leurs initiatives locales. La génération Greta, c'est la génération des réseaux sociaux, une arme clé pour s'organiser et structurer leur croisade pour le climat. Voici quelque chose qu'on aimerait beaucoup partager avec vous. On attend vos avis avec impatience. Mais impossible de se battre sans s'attaquer à la source de la crise climatique, les énergies fossiles. Le réchauffement et les catastrophes écologiques qui l'accompagnent sont largement dus à notre dépendance vis-à-vis du gaz, du pétrole et du charbon. Pour les activistes comme Nicole, il est urgent d'organiser la transition énergétique. En Argentine, 56% des gaz polluants sont liés à l'énergie fossile et à la fracturation hydraulique. Toute l'énergie que nous utilisons au quotidien pour le transport vient des ressources fossiles. Environ 70% des émissions de gaz à effet de serre sont causées par les mêmes entreprises dans le monde. Des entreprises qui agissent souvent au mépris de l'environnement et des populations autochtones vivant sur les terres dont elles souhaitent tirer profit. C'est le drame qui a frappé une communauté vivant en Équateur, celle des Sarayaku, à laquelle appartient Elena. En 2002, avec la complicité de l'État équatorien, une compagnie pétrolière est venue faire des forages au cœur de la forêt tropicale, et ça a failli très mal se terminer. L'année de ma naissance, ma communauté a eu des problèmes avec une compagnie pétrolière qui est entrée sur notre territoire sans rien demander pour exploiter le pétrole. Pourquoi vous nous faites ça, monsieur le colonel? Vous n'avez aucun droit de faire ça. On continuera à lutter et à confisquer les armes. Nous sommes encerclés par les militaires. Ici, tout ce qu'on nous laisse, c'est des ordures et un environnement saccagé. Quand ils ont vu qu'il y avait de la résistance, ils ont fait venir les militaires et une période très difficile a commencé pour ma communauté. On n'était jamais sûr de ce qui allait se passer le lendemain. On a réussi à faire partir la compagnie pétrolière grâce à la décision d'une cour internationale, 10 ans après avoir commencé cette bataille. Les forêts et les écosystèmes font partie de la solution. Si nous les détruisons, c'est un suicide collectif. Il faut qu'on adopte toute une législation pour réduire les émissions, fermer les usines de combustibles fossiles, les remplacer par des énergies renouvelables, faire cesser la déforestation de l'Amazonie, faire cesser les feux de brousse australiens, restituer leurs terres aux peuples autochtones, parce que c'est l'humanité qui se tire une balle dans la tête. Énergie fossile, industrie agroalimentaire, multinationale du textile ou du plastique, la génération Greta revendique un changement total de modèle économique. Joyeux Thanksgiving! Pour ces activistes, c'est la condition sine qua non de la survie de notre planète. Pour cela, elles sont prêtes à poursuivre en justice les entreprises et les industries polluantes. Pour moi, si on parle de justice climatique, la première chose à faire, c'est d'avoir une base légale pour que les entreprises polluantes puissent être vraiment poursuivies. La plainte que nous avons portée a été la première dans l'enquête sur les atteintes aux droits de l'homme dont ces entreprises sont coupables à cause de leur impact climatique. Le changement climatique, c'est 90 entreprises qui en sont responsables. Nous devons absolument leur demander des comptes. C'est pour éviter d'en arriver là qu'ont été créées les conférences des parties, les COP. Historiquement, ces négociations internationales sont destinées à stabiliser le niveau d'émissions de gaz à effet de serre afin de prévenir un emballement climatique. D'après les spécialistes,
Au rythme actuel, le réchauffement pourrait atteindre 4 degrés d'ici 2100. Une catastrophe. Vous savez, on est sur un fil du rasoir où l'humanité peut basculer vers une forme de résignation ou au contraire une forme d'ambition. Une ambition que traduit la COP21 de Paris, qui prévoit de maintenir le réchauffement sous la barre des 2 degrés d'ici à 2100. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Une occasion pour la jeune génération de prendre la parole pour la première fois. Je ne veux pas voir mes enfants et mes petits-enfants souffrir parce que nous n'avons pas su réagir à temps. Si le réchauffement de la Terre dépasse 2 degrés, cela risque d'être un point de non-retour. Merci. Qui aurait pensé qu'une jeune fille venue d'une communauté éloignée, sur les côtes du Pacifique, aurait un jour la chance de s'adresser au monde entier? Pour moi, c'est vraiment encourageant, parce que ça prouve que chaque voix est importante et devrait être entendue. Invité depuis à parler lors de ses conférences, j'ai besoin que vous compreniez la peur et le désespoir que les jeunes vivent au quotidien. C'est honteux de voir le gouvernement faire ça. Elena, Jamie et les autres ont très vite vu leurs espoirs déçus par les limites de cette coopération internationale. Ces conférences, c'est rien d'autre qu'un spectacle, une parade. Il n'y a aucun résultat. Et c'est vraiment fatigant. Car les personnes qui organisent ces conférences sont celles qui sont à l'origine du problème. Comment imaginer qu'ils trouvent de bonnes solutions alors qu'ils en sont les premiers responsables? Ça n'a aucun sens. Et pourtant, on continue. Pour ces jeunes femmes, la COP25, qui s'est déroulée à Madrid en 2019, est le symbole de l'échec de ces négociations. Ça fait 25 ans que ces conférences existent. Et tout ce qu'on entend, c'est des excuses, des excuses et des excuses. C'est pour ça que rien ne change. C'est facile de se donner des objectifs, de faire des promesses ou de signer des protocoles. Mais personne n'assume ses responsabilités. Nous nous battons pour vos enfants. Le typhon Phamphone a détruit notre région pendant la COP25. Et personne n'en a parlé. Pas un mot. Ils n'ont aucun projet concret. Aucune solution pour résoudre cette crise. C'est tellement injuste. Est-ce qu'ils réalisent le nombre de vies en danger à cause de leur inaction? Les victimes du climat ne reçoivent aucune attention de la part du reste du monde. Ces victimes qui chaque jour perdent la vie, mais aussi celles qui doivent faire face aux problèmes de santé, qui perdent tous leurs biens et leurs maisons. La COP25 a été un échec total. Nous n'avons vu aucune avancée, ni le progrès dont on a besoin. Pour réussir à mettre un terme au changement climatique et éviter ses conséquences extrêmes, on a besoin de changer le système. Pas juste dans un pays, dans le monde entier. Comment changer de modèle économique et comment agir rapidement, car le réchauffement climatique, lui, n'attend pas. La génération Greta décide de prendre les choses en main comme de véritables lobbyistes auprès des politiques de leur pays. Je suis une activiste climatique, je fais tout pour informer les gens. Mais on a besoin d'une discussion mondiale et ça n'arrivera que si les gouvernements nationaux nous rejoignent. Mon combat en Argentine a commencé par parler du problème. C'est quelque chose d'évident dans d'autres pays, mais en Argentine, on n'en parlait pas. Si le présent est un combat, le futur est à nous. Si on veut commencer à traiter le réchauffement climatique comme un véritable problème en Argentine, il faut qu'on déclare un état d'urgence climatique et écologique. C'est pourquoi le Congrès est devenu comme ma deuxième maison. J'ai commencé à y aller très souvent, à parler à différents politiciens. Beaucoup d'entre eux ne savaient même pas ce que c'était le changement climatique. Il faut qu'on travaille tous ensemble, mais souvent les gouvernements sont réticents. Ils refusent de nous écouter.
Alors les gens pensent qu'on est dans l'opposition. Mais si leur politique changeait, s'ils arrêtaient leur politique discriminatoire, s'ils arrêtaient de violer les droits de l'homme, évidemment, on arrêterait de s'opposer. Aujourd'hui, entre ces jeunes filles qui interpellent la planète et ces dirigeants qui semblent les mépriser, la communication paraît de plus en plus difficile. Parfois, quand on entre dans des réunions du gouvernement, par exemple, et qu'on serre la main des politiciens, on entend des choses comme « Pourquoi vous êtes là? Vous êtes tellement belle. Pourquoi vous n'envisagez pas plutôt une carrière de mannequin ?» Ou des choses comme ça, très rabaissantes. Mais pour Melati et ses sœurs de combat, pas question de baisser la garde. On veut changer, parce qu'on sait le mal qui est fait aux océans. Oui, mais... Donc, nous sommes flexibles. Nous acceptons. Ne l'oubliez pas. D'accord, mais combien de temps encore devons-nous attendre? Ce n'est manifestement pas une question de budget ou de ce que les gens veulent ou ne veulent pas. Alors quel est ce défi qui nous dépasse et les obstacles qui empêchent les entreprises de changer? J'ai beaucoup appris sur les différentes strates de la bureaucratie et j'ai compris à quel point le système est complexe. Je me souviens d'une réunion où je suis assise en face d'un politicien qui me dit « Je suis d'accord avec vous, Melati. C'est juste trop difficile. » Je lui demande « Pourquoi ?» Et il commence à énumérer toutes les règles qui rendent les choses plus difficiles. Je pense qu'on a besoin de changer notre façon de penser en politique et ça ne peut venir que de jeunes esprits. Nous sommes allés au Parlement européen pour débattre du climat. C'est simple, personne ne fait rien. Même quand les gens disent qu'ils vont faire quelque chose, ils ne font jamais rien. En fait, ce sont des hypocrites. Lorsque le dialogue paraît impossible, certaines n'hésitent pas à braver la loi. En France, Sixteen participe à des actions de désobéissance civile pour faire réagir les pouvoirs publics et les pousser à prendre leurs responsabilités. Nous désobéissons. Et parce qu'il s'agit de nos vies, nous sommes prêts à prendre des risques et entrer en résistance. Nous n'arrêterons pas de nous battre. On enlève ce portrait et on laisse un vide sur les murs de ces mairies. Et pour nous, c'est le vide de la politique climatique et sociale de Macron. Il y a vraiment une incohérence dans son discours et dans ses actes. Et c'est ça qu'on veut dénoncer. Pour ces jeunes femmes, le problème vient de la collusion entre le monde politique et le monde économique. Voilà pourquoi elles décident aujourd'hui d'en appeler à la justice. Et elles n'hésitent plus désormais à attaquer directement les États pour inaction climatique. En clair, pour une atteinte aux droits fondamentaux des enfants, à la santé, à la culture, à la vie. En 2017, Jamie Margolin, alors âgée de 16 ans, vit un pic de pollution à Seattle à la suite des immenses incendies qui font rage au Canada. L'air est de plus en plus irrespirable. Avec un groupe de jeunes, elle décide alors d'attaquer l'État de Washington pour que soient respectés leurs droits fondamentaux. C'est une première. Dans la Constitution de l'État de Washington, nous avons une clause qui dit que pour les jeunes, l'accès aux ressources naturelles du territoire est un droit. Il faut garder quelque chose pour la prochaine génération. Ce que nous affirmons, c'est que l'État ne respecte pas cette obligation. Donc on le poursuit pour que notre droit à un plan de sauvetage du climat soit reconnu. En 2019, accompagnée par Redima et 14 autres jeunes, Greta Thunberg porte plainte à son tour contre 5 pays pollueurs, dont l'Inde et la France, auprès du Comité pour les droits de l'enfant des Nations Unies. En Inde, c'est simple, tout est un problème. La montée des eaux est le plus gros problème. La qualité de l'air est un problème. La qualité de l'eau est un problème. Parfois, je me demande, mais est-ce qu'en Inde, il y a quelque chose qui va bien ? En colère contre les dirigeants de son pays, Redima fait notamment allusion à ces brouillards qui frappent chaque hiver les grandes villes du nord de l'Inde. En cause, les gaz d'échappement des voitures, les fumées industrielles et les feux provoqués par les agriculteurs des campagnes alentours. Une pollution 20 fois supérieure au niveau de sécurité recommandé par l'Organisation mondiale de la santé.
On a beaucoup de problèmes à cause de la pollution. On a les yeux qui brûlent et on a du mal à respirer. À New Delhi, voilà ce que donne un avant-après brouillard toxique. Et voilà ce que Ridhima a dit face au Comité pour les droits de l'enfant des Nations Unies. Je suis ici parce que je veux que les dirigeants fassent quelque chose pour freiner le changement climatique. Parce que si on ne l'arrête pas, ça va détruire notre futur. Je me suis rendu compte que mes droits étaient bafoués. J'ai commencé à être de plus en plus en colère, à être frustrée, à avoir un sentiment d'injustice. Et toutes ces petites choses accumulées ont fini par exploser. Plaintes, manifestations, conférences internationales, actions politiques, le combat de toutes ces activistes climatiques les mobilise totalement. Mais pour elles, l'enjeu justifie tous les sacrifices. C'est vraiment difficile de faire la part des choses entre ma vie et mon activisme. On donne tellement de nous-mêmes, de notre temps, de notre énergie. On donne tellement et on n'obtient pas grand-chose en retour. Les gens ne comprennent pas à quel point c'est urgent pour nous. Et quand je dis que c'est mon combat personnel, c'est parce que je suis prête à tout pour faire la différence. Je crois que mon pire cauchemar, ce serait de ne pas en avoir assez fait pour créer un monde plus juste. Si les militantes éprouvent des difficultés à être prises au sérieux par les politiques, elles se heurtent également à un manque de reconnaissance de la part des populations du monde entier. Le sentiment d'urgence climatique qu'elles partagent se heurte souvent au déni de leurs concitoyens. Les voyages en avion au bout du monde ne sont qu'un exemple de la difficulté du grand public à s'associer à un phénomène dont il ne ressent pas directement les effets et dont il ne se sent pas responsable. On a un niveau de vie très confortable et on en profite trop. On pourrait vraiment faire quelque chose, mais on ne le fait pas. Ces gens qui disent « oui, c'est un gros problème, mais bon », ils ne comprennent pas la gravité de la situation. Ils ne comprennent pas qu'on a besoin d'un changement de système. Ils ne comprennent pas. Je ne comprends pas trop pourquoi les gens sont si en colère avec ceux qui essayent de sauver la planète. Peut-être parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire de leur journée que d'être négatifs au lieu de nous soutenir. Et en plus, on va être victime d'attaques personnelles de la part de personnes qui n'aiment pas notre discours. Et pourtant, notre discours il est nécessaire actuellement. Mais il y a des gens à qui ça ne plaît pas du tout. Et il suffit d'un passage à la télé pour qu'après, notre Twitter soit envahi d'insultes paternalistes, qui nous infantilisent, violentes, de menaces. Sixtine, j'ai envie de te coller au plafond. Ça va pas t'arranger le portrait. Elle fait quoi concrètement cette pouffe pour l'écologie? A-t-elle été une seule fois dans l'action et la décision? Harcèlement. Pauvre petite, activiste écolo, à pleurer. Insultes misogynes. En parlant de réchauffement, quelle bonne paire de nichons les filles. Ceux qui n'acceptent pas le combat de cette jeunesse pour son avenir s'expriment sans complexe. Si le refroidissement climatique a lieu, comme les vrais scientifiques l'ont annoncé, cette femme devrait être emprisonnée à vie. Dans ma génération, les garçons recherchaient les petites Suédoises qui avaient la réputation d'être moins coincées que les petites Françaises. J'imagine notre trouille si nous avions approché une Greta Thunberg. Greta Thunberg est la première à être victime de propos injurieux. Même des personnalités s'y mettent, à commencer par le président des États-Unis, Donald Trump. Tellement ridicule. Greta doit apprendre à gérer sa colère et puis aller voir un bon vieux film avec une amie. Relax, Greta. Adolescente qui apprend à gérer sa colère, en train de se détendre et de regarder un bon vieux film avec une amie. Malgré toutes les attaques dont elle est la cible, la génération Greta refuse d'abdiquer. Et d'ailleurs aujourd'hui, l'engagement de ces jeunes activistes climatiques commence à porter ses fruits.
Dans les pays du Nord, comme dans ceux du Sud, les lignes bougent. Des lois sont votées et progressivement, l'idée d'un état d'urgence climatique fait son chemin. No, we're just asking you to stop lying to the people about climate change and about pollution and to offer them solutions instead of bullshit. Aux États-Unis, Jamie Margolin est invité à témoigner devant la commission de la crise climatique internationale du Congrès. Pour la première fois sous l'ère Trump, la jeune Américaine met les représentants politiques de son pays face à leurs responsabilités. Mademoiselle Jamie Margolin de Seattle, Washington. Vous êtes ici quelques instants avec moi, mais ce n'est rien comparé au temps que les membres du Congrès ont passé avec les lobbyistes des entreprises qui gagnent des milliards en détruisant l'avenir de ma génération. Je veux que le Congrès et le gouvernement américain se souviennent de la peur et du désespoir dans lesquels ma génération vit chaque jour. Gardez cette image en tête. C'était vraiment incroyable de témoigner au Congrès, parce que j'ai enfin eu l'opportunité de dire en personne ce que je pensais à ces dirigeants sur qui je criais à la télé. Tout ce fardeau que la crise climatique a fait peser sur ma génération, j'ai enfin pu en parler aux gens au pouvoir, leur dire ce que je ressentais vraiment, leur dire ce qu'ils avaient besoin d'entendre. De son côté, même si la guerre du plastique à Bali n'est pas terminée, Melati est parvenue il y a quelques mois à remporter une victoire décisive. L'interdiction sur l'île indonésienne des sacs plastiques à usage unique. Je ne me plains pas. Ce programme du gouvernement est super. Il est respectueux de l'environnement. Alors que les sacs en plastique, ils sont non seulement polluants, mais aussi sales. Enfin, après 6 ans de travail acharné, pendant lesquels on a fait de nombreuses réunions avec le gouvernement, de nombreux rassemblements, des marches, enfin tout ce qu'on peut imaginer, en juin 2019, on a enfin vu l'île de Bali mettre en œuvre l'interdiction des sacs en plastique. Cela dit, comme pour toutes les réglementations, je dis toujours que ce ne sont que des mots sur le papier si on ne fait rien pour changer les habitudes des gens. Le travail est loin d'être fini. Mais l'une des plus belles victoires de ces militantes, c'est sans doute celle de Nicole au Congrès argentin. Inscrire l'urgence climatique dans la loi, c'était l'un de ses principaux objectifs. On devait faire en sorte qu'un état d'urgence climatique et écologique soit déclaré. On a donc rédigé un texte. On allait le présenter au Congrès. On a parlé devant tous ceux qui étaient là, aussi bien des sénateurs que des députés, et nous l'avons fait approuver. En juillet, le même jour, un projet de loi sur le changement climatique a été reçu à titre provisoire, loi encore plus importante. Le 20 novembre, grâce à notre discours à la Chambre des députés, on a réussi à faire adopter définitivement cette loi. Nous sommes ici afin de voter la loi sur le budget pour l'adaptation au changement climatique. Ici avec nous sont présents les jeunes pour le climat. Depuis un an, en Argentine et partout dans le monde, ils ont inscrit cette question à l'agenda politique et l'agenda des citoyens. Je pense qu'il est important de les saluer. Autre grande victoire, internationale celle-ci, celle de Marinelle devant la Commission philippine des droits de l'homme qui s'est tenue en partie à New York en 2018. Suite à la plainte de la jeune fille, pour la première fois, des multinationales ont été tenues légalement responsables du dérèglement climatique. Car nous n'oublierons jamais, le typhon nous a tout pris. Merci. Quand j'ai reçu le mail disant « on a gagné », je me suis littéralement mise à crier et pleurer, tellement j'étais heureuse. C'était un sentiment encore plus intense que quand j'ai eu mon diplôme, quand j'ai eu mon permis ou ma licence d'assistante sociale. C'était vraiment énorme pour moi. J'avais l'impression que justice m'avait été rendue. Pas la justice totale, mais c'était déjà un premier pas. Un début de justice, quoi. Et si Marinelle, Ridima, Sixtine, Jamie et les autres étaient les leaders de demain ? Et si elles réussissaient à faire de l'environnement la préoccupation centrale de tous les hommes et les femmes politiques ? Alors que toutes ces jeunes filles engagées occupent une place de plus en plus importante dans le débat public, que feraient-elles si elles étaient au pouvoir ? Si j'étais présidente,
Déjà, la première chose que je ferais, c'est dire la vérité, dire la situation dans laquelle on est, dans laquelle on va, pour que les gens ne soient pas dans l'ignorance ou dans le déni. Si j'étais première ministre, j'utiliserais les énergies renouvelables afin d'économiser des énergies fossiles pour les générations futures. Je diminuerai la fracturation hydraulique et l'exploitation minière. Je ne changerai pas tout du jour au lendemain, car je pense qu'il faut une transition juste. J'enverrai une délégation à la COP. Mon peuple, aux Philippines, souffre et les pays développés doivent réagir. Mais comment faire si vous n'envoyez même pas de délégation aux grandes négociations mondiales? Pour commencer, j'interdirais tous les plastiques à usage unique. Je protégerai immédiatement toutes les forêts et j'instaurerai une loi contre la déforestation. Je garderai tout le pétrole dans le sol et j'essaierai de protéger les ressources. Si j'étais présidente ou députée, j'agirais comme si nous étions en guerre, parce que nous sommes en guerre, contre la crise climatique, contre les grandes entreprises. Je pense que je ferai de l'environnement et des problèmes qui affectent l'espèce humaine une priorité absolue. Je les mettrai avant tout le reste. Parce qu'une fois qu'on aura réglé les défis de la crise climatique, on aura partiellement résolu les problèmes que le monde affronte en ce moment. Greta Thunberg est désormais le symbole d'une génération citoyenne. Une génération qui rêve à un monde meilleur, plus juste, plus égalitaire et respectueux de la nature. C'est beau et c'est fort de se dire qu'on a un combat plus grand que nous dans notre vie. Ça apporte quelque chose, ça apporte quand même un sens. De se dire qu'on n'est pas là sur Terre que pour nous, mais on est là aussi pour se battre pour les autres, pour les générations futures, pour les gens à travers le monde. Et faut pas prendre la grosse tête parce que on est quand même une petite goutte dans un océan, mais ça apporte quelque chose qui nous dépasse, quoi. Et c'est beau quand même. My message to young people who want to have an impact on the world is to be creative. There is so incredibly much you can do, and to not underestimate yourself. Face au désastre écologique et à l'urgence de la situation, ces jeunes femmes portent l'espoir du changement. Elles incarnent le combat d'un nouveau monde contre l'ancien. Elles sont, tout simplement, l'avenir.